s'en aperçoit peut-être pas, mais pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler 1 minute. C'est pour ça que j'avais peur de ne pas pouvoir parler. Parce que ça n'arrive jamais. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Depuis que des mères de famille, des pères de famille ont vu ces jeunes agenouillés les mains dans le dos, ils ont la peur au ventre quand ils voient un fourgon de police. Voilà une classe qui se tient sage. Bonsoir Benjamin, Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Tu es notre premier invité sur le podcast des JG et on est heureux de t'avoir ce soir. Merci, bravo Jeune G pour cette initiative et pour remettre un peu d'intelligence dans un débat public qui en manque trop souvent. Aujourd'hui, si on voulait parler avec toi, c'est déjà parce que tu es le meilleur député qu'on ait. C'est gentil. On ne dira pas aux autres. On ne dira pas aux autres, mais aussi parce que tu travailles sur le contrôle d'identité. On aimerait que tu nous parles un peu de tes travaux là-dessus et pour quelles raisons en fait tu as voulu réformer cette question. Oui, alors je te disais que vous remettiez de l'intelligence dans le débat. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les collègues de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est qu'on a eu un examen au moment de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, dite la LOPMI, qui en fait est la feuille de route pour le ministre de l'Intérieur et pour ses services pour les années qui viennent. On a essayé de se baser sur la réalité aujourd'hui de ce que sont les violences policières, de ce que sont les contrôles discriminatoires et de partir de ça, la réalité. Les contrôles discriminatoires, les contrôles aux faciès, c'est une réalité. Ça a été démontré par des enquêtes statistiques, sociologiques, par le défenseur des droits, c'était reconnu comme une faute lourde par la Cour de cassation, etc. etc. Donc c'est normalement un sujet qu'on devrait traiter, on pourrait avoir des propositions différentes, mais au moins se mettre d'accord sur le fait que ça existe. J'insiste là-dessus au départ parce que c'est ça la vraie difficulté qu'on a avec ce gouvernement comme avec certains autres avant lui, c'est au moins de se mettre d'accord sur le fait que les contrôles discriminatoires, ça existe. Il n'y a pas de raison qu'il y ait du racisme dans toute la société, on le voit, il y en a même eu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et qu'il n'y en ait pas dans une activité aussi sensible que les contrôles de police. Sans préjuger de ce que pensent les policiers dans leur ensemble, mais il y a du racisme dans la police parce qu'il y a du racisme dans la société. Bon, il n'y a aucune activité, malheureusement, qui y échappe. Et donc la proposition qu'on formule, pour laquelle j'ai déposé des amendements, et pour laquelle je vais déposer une proposition de loi, c'est d'instaurer un récépissé de contrôle d'identité. Le récépissé de contrôle d'identité, c'est quoi ? C'est un bout de papier. Donc ça coûte, comme ils ont l'obsession de la maîtrise de la dépense publique, ça coûte rien, c'est un petit bout de papier qui fait que quand je suis contrôlé, alors en l'occurrence je dis moi, j'ai jamais été contrôlé. On n'a jamais contrôlé mon identité de ma vie. Quelqu'un qui, alors je prends les statistiques chez les hommes parce que c'est la plus frappante, un homme de mon âge qui serait noir, arabe, musulman, réel ou supposé, d'origine maghrébine, aura 20 fois plus de risques, plutôt que de chances, d'être contrôlés. Et si on prend le nombre de gens qui me ressemblent, qui n'ont jamais été contrôlés, on voit bien qu'il y a une inégalité considérable dans les contrôles d'identité. Donc l'objet, c'est quoi ? C'est que ce petit bout de papier, quand on contrôle votre identité, le policier l'écrit dessus. J'ai contrôlé monsieur machin à tel endroit, à telle heure, tel jour, etc. Ça vous permet, si vous estimez avoir été contrôlé de façon discriminatoire, de pouvoir le prouver. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on n'a rien dans le droit qui permet de prouver qu'on a été victime de contrôle au faciès. C'est-à-dire, vous avez des gens qui, dans une même journée, peuvent se faire contrôler plusieurs fois, à de nombreuses reprises, c'est-à-dire être victime d'une forme de harcèlement. Moi, je connais des gens dans le quartier du Val-Fouré, dont je suis l'élu, qui sont contrôlés plusieurs fois par jour, qui ne font rien de répréhensible. Voilà, et bien comme ça, vous pouvez prouver, vous pouvez aller devant... Du coup, ceux qui auraient, par exemple, ce lot de petits papiers qui justifierait le contrôle, par la suite, ils pourraient mener une action administrative. Ça veut dire, déjà aujourd'hui, on peut porter plainte si on s'estime victime de discrimination ou de racisme. Mais dans les contrôles de police, on ne peut pas le prouver. Donc ça permettra simplement de pouvoir le prouver, ce qui sera déjà une avancée considérable. Après, je pense que ce n'est pas le seul levier d'action. Il faut, et ça aussi on a essayé de le porter, il faut changer radicalement le recrutement et la formation des policiers. Il faut changer les doctrines en matière de contrôle d'identité. Il y a aujourd'hui des contrôles parfaitement injustifiés, des contrôles qui sont utilisés plutôt comme des outils de pression dans un certain nombre de quartiers, plutôt comme des outils de pré-répression que comme des outils de prévention. Donc il faut là aussi mieux encadrer les contrôles d'identité, il faut mieux former les policiers, il faut sanctionner très durement le racisme et les discriminations quand ils viennent de la police. La police, c'est une institution forte dans la République, hein. C'est ce qui garantit le fait qu'on soit protégé, qu'on soit en sécurité. Et la police, elle doit protéger tout le monde.
Et donc, il est important qu'on rétablisse un lien de confiance entre la population et la police. On parlera tout à l'heure en matière de violence policière d'un certain nombre de choses qui font qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à se reprocher, mais qui n'ont plus confiance dans la police. Et je vais même un peu plus loin, ça choquera peut-être, mais on peut aussi avoir des choses à se reprocher sans mourir, parce que ça arrive, sous les coups de la police, sans être victime de racisme. On peut avoir commis un délit, un acte répréhensible, c'est pas pour autant qu'on doit être traité de façon raciste ou discriminatoire. La loi doit être la même pour tous. La sévérité de la loi doit être la même pour tous et pas distincte de l'origine réelle ou supposée. C'est très bien ce que tu as dit sur le contrôle d'identité, et nous-mêmes en travaillant en fait sur ce thème, on s'est rendu compte qu'historiquement le contrôle d'identité avait été instauré pour contrôler l'identité des personnes immigrées sur le territoire, et aujourd'hui, comme tu l'as précisé, ce sont majoritairement des personnes racisées qui se font contrôler par la police, qui sont 20 fois plus contrôlées lorsque ces personnes sont présupposées maghrébines. Et est-ce que pour toi, la première entrée à la violence policière, c'est le contrôle d'identité? Est-ce que cela facilite la violence policière? Je repense à l'affaire Cédric Chouviat, qui est un père de famille, qui se fait contrôler sur la route par la police, contrôle d'identité. Je repense à l'affaire Théo, je repense à ces gamins à Saint-Ouen qui, certes, pendant le confinement sont sortis, certes, ils ont probablement ou pas commis un délit, mais ça a commencé par un contrôle d'identité. Bien sûr, c'est un des éléments. Il y en a beaucoup, on pourrait parler de la politique du chiffre, parce que les policiers, je crois, sont aussi des victimes d'une doctrine en matière d'usage de la force, d'une doctrine en matière de maintien de l'ordre, d'une doctrine en matière de contrôle, qui les pousse à aller vers le chiffre, qui les pousse à aller harceler un certain nombre de jeunes, notamment dans les quartiers populaires. Mais oui, c'est une première porte d'entrée, parce que la discrimination, elle est une violence qui n'est pas que symbolique, une violence réelle. Être victime du racisme dans les mots, dans les actes, dans une forme de, je disais, de harcèlement, c'est une forme de coup qui est porté. Donc oui, la violence, elle n'est pas que physique. La violence, c'est pas simplement un coup qui peut être porté. La violence, elle commence aussi par les contrôles discriminatoires. Elle peut commencer par des insultes, par le tutoiement. Je rappelle que la police, elle n'a pas à tutoyer quelqu'un qu'elle interpelle. Et donc ça, ce sont des éléments qui, là aussi, quand je parlais de la confiance, nourrissent une distorsion entre la population et la police. Et tu penses que... est-ce que tu comprends ces jeunes qui se mettent à courir à chaque fois qu'ils voient la police, comme si leur course leur permettait de s'échapper à cette violence, comme si ils cherchaient en réalité, non pas à ne pas se soumettre à ce contrôle, parce qu'en soi, si c'est donner son identité, c'est facile, mais quand c'est le 20e de la journée, est-ce que tu comprends ces jeunes qui se mettent à courir et à échapper à la police? Bon, moi, évidemment, je leur conseille, je leur demande de ne pas le faire, et de ne pas se soustraire au contrôle d'identité. Mais je suis dans une position facile, je disais, moi, j'ai jamais été contrôlé, j'ai jamais été malmené par la police, et j'ai jamais ressenti le poids de cette peur-là. Et je prendrai un exemple maintenant que je réutiliserai peut-être tout à l'heure pour dire que je comprends ça. Moi, je suis l'élu de Mantes-la-Jolie, où j'en ai beaucoup parlé dans le débat sur la LOPMI ici, à l'Assemblée, où 151 jeunes qui manifestaient contre Parcoursup, qui est quand même l'une des réformes les plus brutales à l'égard de la jeunesse ces dernières années. Alors, ils manifestaient, comme dans tous les mouvements sociaux, où il y a sans doute un peu de débordement. Enfin, bon, entre 12 et 21 ans, ils avaient. C'était pas des Black Blocs, c'était des lycéens, pour la plupart. Ils se sont retrouvés parqués pendant des heures, agenouillés, main sur la tête, avec un policier qui a filmé, qui a dit « Voilà une classe qui se tient sage ». Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, ces jeunes, moi je comprends qu'aujourd'hui, devenus adultes, eux, leurs parents, moi j'ai beaucoup rencontré les mamans de ces jeunes-là, qui se sont montés en collectif, je comprends qu'ils et elles aient peur quand ils voient un fourgon de police passer, parce que ça leur rappelle des souvenirs extrêmement traumatisants. Donc je ne dis pas que tous les policiers, par nature, vont se comporter de la sorte avec eux, mais c'est normal qu'on ait peur de la sorte, comme quand quelqu'un a été victime, si quelqu'un a été victime de sévices dans sa classe quand il était petit, il va avoir un rapport à l'institution scolaire différent, mais de même qu'on traite dans toutes les institutions les problèmes de façon systémique, on doit les traiter aussi dans la police. Et moi, je me permets, si tu permets, un petit point de sémantique. Moi, j'aime pas parler de bavure, parce que, y compris justement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les policiers, qui sont des fonctionnaires qui sont maltraités aujourd'hui, comme tous les fonctionnaires de l'État, et qui subissent aussi une politique. Et moi, je crois que la responsabilité, elle ne peut pas être une responsabilité toujours individuelle. Elle est toujours une responsabilité collective. S'il y a des contrôles discriminatoires, s'il y a des violences policières, c'est justement parce qu'il y a
une organisation de la police, une politique publique de la sécurité dans notre pays qui n'est pas la bonne. Il y a des pays qui maintiennent l'ordre différemment, qui contrôlent différemment et où ça se passe mieux. Il y a des pays qui ont expérimenté l'attestation de contrôle d'identité dont je parlais. Donc moi, quand on dit bavure, en fait, on veut se cacher derrière le fait que oui, c'est une brebis galeuse qui sait... Ça arrive, bien sûr, mais si elle a pu le faire, avec un sentiment d'impunité, c'est qu'il y a un problème dans le système. Voilà. C'est pour ça que moi je parle de violence policière, j'assume ce terme, Darmanin dit qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, moi je sais ce que ça veut dire, je ne dis pas que tous les policiers sont violents, évidemment, je ne dis pas que j'ai pas de respect pour les policiers, évidemment j'en ai, ils sont à bien des égards héroïques, je dis simplement qu'il y a un système qui est organisé, qui ne permet pas de contrôler cette violence. Pour le coup, je partage totalement ton point de vue. Je n'engage pas la parole des JG avec moi, mais en tant que militante à gauche, lorsque je parle de violence policière, je ne cherche pas à viser l'ensemble des policiers. Je vise juste l'institution qui permet en fait de cacher certains comportements de certains policiers, des comportements violents, des insultes, le tutoiement, la violence même dans les mots. Et moi, je vise ces problèmes-là, ces enjeux-là. Alors, je me permets une autre proposition qui est portée par Sophie, donc une autre députée Génération, qu'elle portait déjà quand elle était sénatrice, qui est de rendre l'IGPN, c'est la police des polices, c'est ceux qui sont chargés d'enquêter quand il y a bavure, violence, etc. De la rendre indépendante, parce qu'aujourd'hui l'IGPN, elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de la police, entre guillemets, qui est aussi le ministère qui contrôle. C'est un sujet trop sensible pour que ce soit pas réglé de façon indépendante, et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de victimes de violences policières qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, et qui, évidemment, ont peur même de porter plainte, parce que porter plainte contre un policier auprès d'un autre policier, évidemment, ça rend pas les choses faciles. Et du coup, j'imagine que pour vous deux, en tout cas pour vous qui êtes des représentants à gauche, que la police doit être réformée. Bien sûr. Et si oui, comment on le fait dans un contexte où, moi, c'est mon opinion bien évidemment, je considère que les syndicats de police sont beaucoup trop présents, ils sont hyper politisés, et par moment, de mon point de vue, je considère qu'ils desservent la cause des policiers en eux-mêmes. Alors moi, je respecte énormément la barrière, l'indépendance entre les organisations syndicales et les forces politiques. Donc, il y a un syndicat de police d'extrême droite qui est Alliance. Bon, il y a bien un parti d'extrême droite qui s'appelle le FN, le RN maintenant. Bon, moi j'aurais été il y a quelques années pour l'interdire, enfin il a des élus, c'est trop tard. Donc, ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait Alliance et que Alliance soit ce qu'il est, un syndicat policier d'extrême droite à bien des égards, sur ses prises de position, sur son rapport à l'autorité politique. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des relais politiques d'Alliance. C'est que le ministre de l'Intérieur, et c'est vrai pour Darmanin, c'était vrai pour d'autres, et malheureusement c'était vrai aussi trop souvent avec des ministres de gauche. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un ministre de l'Intérieur qui n'était pas porte-parole d'Alliance. Parce qu'aujourd'hui, on a des ministres de l'Intérieur qui ne sont pas des chefs de la police, qui sont des porte-paroles justement de syndicats, qui ne sont pas des syndicats progressistes et humanistes, si je puis dire. Donc le problème, il est là. Le problème, il est... Moi, j'ai eu un désaccord, y compris avec certains à gauche, quand certains sont allés manifester devant l'Assemblée nationale avec des syndicats de policiers pour faire pression sur le Parlement, en expliquant que le problème de la police, c'était la justice. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est la négation de l'état de droit. C'est la négation de tout ce qui fonde la République. Alors que les faits montrent le contraire. On n'a jamais eu autant de détenus en prison que maintenant. Oui, et en l'occurrence, moi je crois beaucoup au principe de la justice, sinon on n'est plus en démocratie. La démocratie, c'est pas que le vote. La démocratie, ce sont des valeurs, ce sont des principes qui font qu'on peut vivre en société. Bon, le jour où on explique que la police a tout pouvoir et que la justice ne sert à rien, on nie tout ça. Et là, il y a une grande régression. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est que on est incapable, et on l'a vu au moment de la loi, la LOPMI, d'avoir un débat rationnel sur le sujet. Moi, j'ai voulu poser les choses rationnellement, en disant, il y a du racisme dans la police. Est-ce qu'on est capable d'en parler ? Même pas. On peut ne pas être d'accord sur les solutions. Ils peuvent me dire, le récépissé de contrôle d'identité, ça coûte cher le papier, puis c'est pas pratique. Je veux bien entendre, on peut discuter de plein de choses. On n'a même pas pu se mettre d'accord là-dessus. Sur le maintien de l'ordre, on leur a dit, ça fait des années que c'est plus dangereux de manifester qu'avant. Et y compris parce que les techniques de maintien de l'ordre, je ne rentre pas dans le détail, mais sont organisées pas de la même façon. Par exemple, en Allemagne, on ne tire pas avec des LBD. La France, elle a quand même été pointée du doigt par l'ONU, par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'usage des LBD. En Allemagne, on tire au canon à eau. Il me semble pas qu'en Allemagne, on ait tous les jours à la télé des images de hordes qui défoncent tout sur leur passage dans les manifs. Les manifs, elles sont encadrées, il n'y a pas plus de violence qu'en France. Donc on doit pouvoir être capable de faire autrement. Mais justement, ce que tu disais, il y a une telle pression, il y a un tel lobbying de certains syndicats policiers. De certains, je ne les mets pas tous dans le même sac, évidemment. Mais notamment d'Alliance, qui est un syndicat militant
provocateur, d'inspiration d'extrême droite, que malheureusement, beaucoup ont cédé à ça, y compris à gauche pendant longtemps. C'était le cas Valls quand il était encore étiqueté comme de gauche, maintenant on a compris qu'il ne l'était pas, mais il a été ministre et Premier ministre d'un gouvernement dirigé par des socialistes. On voit bien la réalité de ce qu'il en était. Mais moi, je considère que ces syndicats, ils participent, comme tu le dis, ils ont une activité presque de lobbying. Ils refusent ils luttent, mais avec ferveur contre les réformes qu'on pourrait apporter à la police. Ils luttent à chaque fois que l'on cherche à apporter un peu de transparence dans leur métier, quand on veut apporter peut-être un peu de clarté à leur mission, pour aussi renforcer le lien de confiance qu'il y a entre eux et les citoyens, en sachant qu'aujourd'hui, seuls 60% des Français ont confiance en leur police, ce qui n'est pas normal, alors qu'eux, ils ont des missions de maintien de l'ordre, de sécurité, ils sont censés... Ça, c'est fondamental. C'est incroyable. C'est-à-dire que, là aussi, dans les débats que j'aurais aimé avoir avec le ministre de l'Intérieur, personne, ni les policiers, ni le ministre, personne ne peut se satisfaire d'un pays où il y a autant de gens. On peut discuter des statistiques, mais on croise tous les jours des gens qui n'ont pas confiance dans la police. Et ça devrait nous inquiéter. Quand on va en manifestation et qu'on a peur quand on voit des policiers, c'est pas normal. Moi, je suis pas vieux, j'ai 32 ans, j'ai quand même connu une époque où on allait en manif sans avoir peur de se faire gazer ou de se faire matraquer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'étais bout de chou, j'allais en manif avec mes parents, il n'y avait aucune difficulté. Bon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, on a vu ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Et je le rappelle, la police, elle a la responsabilité aussi de protéger ceux qui manifestent. Voilà, c'est pas parce qu'on manifeste ou qu'on déborde un peu, si on commet un délit, on doit être sanctionné. Évidemment, moi je suis hostile à toute dégradation. Je suis vraiment, je pense qu'on ne doit pas saccager ni du matériel, ni s'en prendre à des individus. Bon, quand on commet un délit, il y a une réponse pénale, elle est normale, mais on ne peut pas être tabassé sans procès. Ça n'existe pas dans une démocratie normale. Donc là aussi, on a une vraie difficulté. Comment on rétablit la confiance ? Et que malheureusement, pour rétablir la confiance, il faut qu'il y ait un diagnostic partagé sur le fait qu'il y a trop de gens qui aujourd'hui n'ont pas confiance dans leur police. Et ça aussi, c'est un drame pour la démocratie, parce que si on veut garder la paix, ce qui est la responsabilité première des policiers, je rappelle qu'avant d'être des forces de l'ordre, ils sont des gardiens de la paix. Si on veut garder la paix, il faut que tout le monde se sente en confiance quand il va voir un policier. Mais c'est vrai aussi sur les questions de violences faites aux femmes quand on va porter plainte. Il y a des progrès qui sont faits, je les nie pas, pour la formation, etc. Mais on a encore beaucoup trop d'exemples de femmes qui ne sont pas bien reçues par un certain nombre de policiers, qui sont mises en cause dans leurs témoignages, dans leurs paroles, qui ne se sentent pas à l'aise pour porter plainte quand elles sont victimes de violences. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces policiers qui te diraient « les ordres viennent d'en haut, on est en manifestation, la police charge ». Qu'est-ce que tu leur répondrais à ceux-là qui te diront « c'est le préfet qui nous a dit » ou le commissaire ou que sais-je encore ? Mais je suis d'accord. Pour moi, la responsabilité, elle est toujours auprès de ceux qui décident. Donc, mais y compris quand il y a une, entre guillemets, bavure policière, il y a un responsable plus haut. Comment se fait-il qu'un policier a commis une violence ? Est-ce que c'est un problème de formation ? Auquel cas, il faut interroger la politique de formation. Est-ce que c'est un problème de sanction parce que quand son collègue a tabassé, il n'a pas été sanctionné ? Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'autorité est défaillante. Est-ce que c'est des consignes du préfet, du ministre de l'Intérieur pour tendre un peu les mobilisations ? Voilà, pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur qui est responsable. Sous son autorité, il y a les préfets. Et donc oui, c'est eux qui portent la responsabilité. C'est trop simple pour les décideurs politiques de dire c'est un cas isolé. C'est la faute. Voilà, et encore une fois, malheureusement, il y a pas... on ne peut pas dire que ce soit des cas marginaux ou isolés. Il y a des cas réguliers de violences policières. Il y aurait dans l'école, on aurait tous les 2 ou 3 mois un témoignage de gamin tapé par un prof. Le ministre de l'Éducation nationale, il serait plus en poste. On dirait il y a un problème et on réinterrogerait la politique de formation des enseignants, la politique de sanction à l'égard des... etc. On réinterrogerait tout dans l'Éducation nationale. On se dirait tous, on ne peut pas laisser nos gamins dans ces conditions-là. Dans le ministère de l'Intérieur, non, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. Et... Mais sur le poids du préfet, est-ce que la réforme ne devrait pas aller plus loin et se dire que les parlementaires, on devrait vous donner plus de pouvoir, et notamment celui de désigner, nommer le préfet aux côtés du gouvernement ? Non, je crois pas. Pour le coup, le préfet, il est le représentant de l'État dans un territoire. Moi, je suis très attaché au corps d'État, à la fonction publique. C'est pas de bon ton avec Macron, puisque maintenant, il n'y a plus de corps diplomatique. C'est-à-dire que
voilà, un consultant de chez McKinsey, un chef d'entreprise qui a fait des dons à Macron pendant sa présidentielle pour se retrouver ambassadeur, alors qu'avant il fallait quand même être un peu diplomate, voire même beaucoup. Et donc y compris les préfets, c'est une belle institution. Et beaucoup de préfets font très bien leur travail, évidemment. Et puis c'est une belle institution républicaine avec une formation. Moi je crois beaucoup au service public et je crois beaucoup... J'ai même de l'admiration pour ceux qui s'engagent au service de l'intérêt général, hein, parce que avec leur niveau d'études, il y en a plein qui préfèrent aller dans le privé, etc., faire du fric à Londres ou que sais-je encore. Donc je suis très attaché à ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un plus grand contrôle du Parlement sur l'action du ministre de l'Intérieur et qu'en fait on change de gouvernement et de politique pour qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui a à cœur de rétablir la confiance, qui a à cœur de lutter contre les violences policières et qui a à cœur de lutter contre le racisme partout, y compris dans les opérations de police. Et ce qui permettrait, en cas de violence avérée, peut-être même de sanctionner le préfet, parce que ce serait trop facile aussi pour le policier de se dire on va me sanctionner pour des ordres qui viennent d'en haut. Oui, mais moi j'ai demandé avec beaucoup d'autres la démission du préfet Lallemand, par exemple, pendant les manifestations à Paris, etc. Le préfet Lallemand qui avait dit, quand même, c'est une phrase qui est très marquante, un jour il croise une manifestante qui l'interpelle, bon, c'est la démocratie, hein, et il dit « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Et là, il est plus préfet. Là, il est chef de clan. Là, il est plus représentant de la République et de l'État. Il est militant politique. Or, un préfet, il ne doit pas être militant politique. Il n'y a pas de camp en République. Le préfet, il est le préfet de tout le monde. Il est le représentant de l'État pour tout le monde sur le territoire dont il a la charge. Et donc là, on voit bien, c'est là où il y a une cassure. Effectivement, c'est là où il y a un sujet. C'est quand un préfet considère qu'il y a deux camps en République, il joue plus son rôle. Et là, je pense que si Emmanuel Macron avait été à la hauteur de sa fonction, si le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que c'était déjà Darmanin d'ailleurs, avait été à la hauteur de sa fonction, le préfet aurait dégagé dans l'heure qui suivait. Bon, ça n'a pas été le cas, ça prouve bien là aussi qu'on a un problème. J'entends bien aussi au sujet de Didier Lallemand, mais... Et c'est pour ça que ma question sur le rôle des parlementaires et peut-être le fait qu'on intègre votre voix au choix des préfets est important. Parce que lorsqu'il parle de clan, il parle aussi de position politique. Enfin, indirectement, c'est ça. On n'est pas du même camp idéologique. Est-ce que si on avait peut-être choisi un préfet moins politisé, peut-être avec un soupçon de plus en termes de neutralité, est-ce qu'on aurait évité certains problèmes comme celui-ci ou des problèmes liés peut-être au maintien de l'ordre en manifestation? Oui, mais donc le problème, il est le ministre de l'Intérieur. Il est celui qui propose au président de la République la nomination des préfets en Conseil des ministres. Donc ça prouve bien qu'il faut au ministère de l'Intérieur des personnalités qui incarnent une certaine droiture, pas droitière, droiture, qui incarnent un certain sens de l'État et de la République. Or, ce que je disais tout à l'heure, depuis des années, c'était vrai avec Valls, c'était vrai avec Collomb, avec Castaner, avec Darmanin, ça a été vrai avec beaucoup de ministres de l'Intérieur. On a, place Beauvau, des gens qui ne sont pas ministres de l'Intérieur, qui sont porte-parole d'Alliance, du syndicat Alliance. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un vrai sujet, parce que de fait, ça donne un ministère de l'Intérieur, qui a un responsable politique, c'est normal, un ministre de l'Intérieur, il est membre d'un gouvernement, c'est de la politique, tout est politique. Mais il doit avoir à cœur de veiller à ce que la fonction l'emporte sur le clan, sur l'intérêt partisan. Voilà, il y a eu des grands ministres de l'Intérieur dans ce pays, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu, et je le regrette. Et est-ce qu'un autre problème ne serait pas aussi le fait qu'au sein des mains d'un seul homme, autant de pouvoir soit concentré? Est-ce que peut-être le fait de décentraliser la police, transférer le pouvoir à la police des communes ou à la région peut-être, permettrait aussi de lutter contre les violences policières et permettrait de mieux gérer cette institution? Alors je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des régions présidées par Laurent Wauquiez, une région présidée par Wauquiez, une autre par Xavier Bertrand, je ne suis pas certain, ou par Pécresse, par Valérie Pécresse, je ne suis pas certain que ça change beaucoup les choses. Moi, par ailleurs, je pense que la police, il y a besoin qu'il y ait la même politique sur tout le territoire. C'est un principe essentiel de la République, qui est indivisible, etc. Donc je ne crois pas que la solution soit là. En revanche, il y a effectivement une vraie réflexion démocratique sur qui prend les décisions. Et moi, je crois qu'il faut garder un ministre de l'Intérieur. On ne va pas faire un binôme, un trinôme, un quadrinôme au ministère de l'Intérieur. Puis si vous mettez Darmanin, Wauquiez, Collomb, Castaner, bon, ils sont 4, mais ce sera qu'un bonhomme à la fin en réalité. Et c'est le président de la République. Par contre, il faut changer les institutions. Il faut démonarchiser la Ve République, enfin la Constitution. Et il faut donner plus de pouvoir au Parlement. Non pas pour faire le travail à la place des ministres, chacun son rôle. L'exécutif de son côté, le législatif de l'autre. Et à la justice. On a besoin d'un équilibre des pouvoirs. Donc il faut que le gouvernement puisse faire son travail, mais il faut que le Parlement puisse contrôler son action, le sanctionner le cas échéant, y compris le ministre de l'Intérieur. Point 1. Point 2, il faut du coup que la justice, pour le coup, puisse faire son travail, qu'elle ne soit pas sous pression de la police. Et encore une fois, quand des responsables politiques manifestent devant le Parlement pour faire pression sur le Parlement et sur la justice, c'est-à-dire sur deux pouvoirs essentiels,
dans notre République au nom d'intérêts de syndicats policiers, là c'est grave et là il y a une rupture dans la République. Il y a une rupture avec le principe de la démocratie aussi. Bien sûr. Et donc la décentralisation ne serait pas alors une réponse à apporter. Non, mais moi je suis pour une police de proximité. Non, mais je suis pour une police de proximité qui fait de la prévention, qui sur les petits délits repère, parce qu'en réalité la récidive, elle se nourrit, elle commence parfois par des petits actes, des petits délits, et puis en fait la réponse pénale, elle crée de la récidive, parce que l'enfermement, l'état de nos prisons lamentable, crée de la radicalisation de la récidive, crée de la désespérance. La prison ne réinsère pas aujourd'hui, alors que c'est sa mission. Hein. On n'enferme pas les gens juste pour le plaisir de les enfermer, juste pour dire ce que tu as fait c'est pas bien. On le fait parce qu'on pense aussi que chacune et chacun peut s'amender, peut, ce qu'on dit payer sa dette à la société, j'aime pas l'expression, mais en tout cas, à travers la prison, à travers les politiques qui y sont menées, à travers l'accompagnement éducatif, culturel, social qui est mené, sortir et être meilleur. C'est comme ça le but de l'humanité. Quand même. Quand on est républicain, on considère qu'un individu n'est pas par nature mauvais, par nature violent, et que on va pouvoir le réinsérer, entre guillemets, dans la société. Je sais plus comment j'ai commencé le propos, mais... Tu as commencé sur la police de proximité, et oui, nous, ça et donc, nous intéresse. voilà. Et donc, moi, je crois beaucoup, c'est pour ça, pas à la décentralisation de la police nationale. Il faut qu'il y ait une police nationale, des gardiens de la paix qui répondent à un choix politique qui est fait. Voilà, s'ils nous demandent à la majorité, il y aura une autre politique dans la police, et c'est très bien, et c'est la démocratie. En revanche, je crois beaucoup à la police de proximité qui a été supprimée sous Sarkozy, qui permet, encore une fois, d'avoir des agents de terrain qui sont en prise directe, qui vivent dans le quartier, qui savent ce qui s'y passe, qui connaissent les gens, etc. Et qui donc évitent une sorte de spirale infernale qui emmène à la violence, qui peuvent plus facilement comprendre par où passent les trafics. Il y a d'ailleurs une mesure, je pense qu'il faut assumer avec force dans le débat public, c'est la légalisation du cannabis. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une grande part de la violence, une grande part des trafics, une grande part de l'économie parallèle des mafias, elle vient de quoi ? Elle vient du cannabis. Si on légalise le cannabis, il n'y a plus de voies souterraines. Donc, je ne dis pas qu'on réglera tous les problèmes de violence, mais il faut le faire. Et par ailleurs, on a une politique en matière de répression sur cette drogue douce qui est complètement aberrante. Parce qu'en réalité, on va taper dans les quartiers populaires. Souvent, ceux qui viennent s'y fournir ne sont pas des habitants des quartiers populaires. Il y a une bourgeoisie. Voilà, mais par ailleurs, le Jospin, je vais citer quelqu'un qui n'était pas connu pour être un révolutionnaire. En tout cas, il l'était dans sa jeunesse. Mais quand il a dit ça, il n'était pas, franchement, couteau entre les dents. Jospin avait dit il vaut mieux fumer un pétard tout seul chez soi que de boire 2 verres ou 3 verres avant de conduire. Bon, moi, je ne fume pas de pétard, donc je peux en parler encore plus... librement, mamie, si tu me regardes, je jure, je fume pas de pétard. Mais il faut avoir une politique de sortir de la prohibition du cannabis, qui est un non-sens, y compris sanitaire, parce que du coup, il y a beaucoup de jeunes qui vont consommer des merdes absolues, parce que voilà, c'est un non-sens, parce que ça nourrit des trafics parallèles, et donc y compris, je lis ça à la question de sécurité. Légaliser le cannabis, c'est aussi faire baisser la tension, faire baisser la criminalité. Sur la question du cannabis, peut-être qu'on reviendra te voir pour un autre épisode, parce que ça nous intéresse aussi chez les JG, et ça fait beaucoup débat parmi nous. Mais pour revenir à la question de la police... Il y a des JG qui veulent pas légaliser le cannabis. Oui. Allez, ça a bien changé depuis mon époque. Oui, mais parmi nous, il y a... Je les invite à venir me voir, qu'on en discute. Bonjour Benjamin, alors c'est moi. C'est toi ? Mais c'est Théo qui m'a convaincu sur la question, et je suis peut-être sur juste rapidement... Je vois la légalisation que par un monopole public. Oui, non, mais pas après, sur une économie de marché. Non, sans doute, mais après, on peut débattre des termes évidemment, de la légalisation. Et par ailleurs, ça doit s'accompagner évidemment d'une grande politique de prévention et de santé publique. Simplement, il est prouvé, et là pour le coup, c'est les faits qui parlent, que la politique de prohibition telle qu'elle est menée, elle n'a aucun impact sur la consommation de cannabis. Moi, si j'étais sûr que parce que c'est interdit, personne ne fume, je dirais oui, d'autant que moi, encore une fois, je ne suis pas partie prenante dans l'affaire, il n'y a pas de conflit d'intérêt, j'en fume pas, j'en vends pas, voilà. Bref, mais ça n'a aucun impact, ça n'a aucun effet. Voilà, donc je pense que accompagné d'une bonne politique de prévention, d'une bonne politique de démantèlement des trafics, ça peut avoir son utilité, mais on en reparlera avec grand plaisir. Et juste pour continuer sur la question liée au trafic, ceux qui sont confrontés directement au trafic sont généralement les policiers de proximité. Bien sûr. Et est-ce que ce serait pas, par exemple, un canal pour renforcer la confiance qu'ont les Français envers la police de manière générale, peut-être celui de soit de donner plus de pouvoir à la police de proximité, soit je ne sais pas de quelle manière on peut le faire, mais est-ce que ce serait pas un des canaux, par exemple, pour renforcer cette confiance ?
Oui, on a confiance dans ce qu'on connaît. Et l'avantage et la force qu'avait la police de proximité, moi je suis plus vieux que vous, mais quand même pas au point d'avoir connu de façon active la police de proximité, mais c'est qu'elle évitait un certain nombre de délits. Parce que vous aviez des gens qui connaissaient leur terrain, qui savaient faire de la médiation avec les jeunes, etc. Sarkozy avait caricaturé ça en disant « Je veux pas des policiers qui jouent au foot avec les gamins ». Ah bon, et pourquoi pas ? Parce qu'en jouant au foot, parce qu'en partageant un moment, on va pouvoir se dire « Tiens, on constate, je prends un exemple, les violences intrafamiliales ». Il y avait grâce à ça des policiers qui disaient « Tiens, tel gamin là, il a pas l'air bien, il a un bleu, etc. On va regarder ». Et on pouvait comme ça découvrir que quelqu'un a été maltraité chez lui ou autre. La proximité, elle est toujours un gage d'efficacité. Bien sûr, il faut toujours d'une police criminelle, bien sûr, il faut des forces de l'ordre, etc., qui puissent enquêter, investiguer sur un certain nombre de choses lourdes. Mais la proximité, elle est essentielle, et pour le lien de confiance, et pour l'efficacité. Donc dans ce cas, la police de proximité est le premier canal. Est-ce que par la suite, pour repasser au cran au-dessus, donc à la police nationale, comment vous, les élus, vous pouvez faire pour peut-être aussi renforcer le lien à la police nationale ? Est-ce que c'est par exemple en améliorant leurs conditions de travail ? On sait qu'elles sont extrêmement difficiles, leurs heures sup ne sont pas payées. Est-ce que c'est aussi en les protégeant davantage ? Je repense à ces policiers qui avaient été assassinés par un terroriste. Est-ce que c'est aussi en leur payant, je ne sais pas, par exemple, une prime ou à ces fonctionnaires de police ? De quelle manière on peut aussi agir sur la police nationale ? Alors, je te remercie d'en parler parce que dans le débat, on a été beaucoup caricaturé. Le gouvernement, c'est très simple. Quand il n'a rien à répondre, quand on évoque des chiffres, des faits, il dit « Vous n'aimez pas la police !» Ce qui ne veut rien dire. Mon arrière-grand-père était gendarme. Ça veut rien dire, mais enfin, voilà. Je trouve toujours ça un peu blessant. Par ailleurs, moi, je suis toujours très attaché en circonscription, dans n'importe quel événement, à aller saluer les policiers, à leur demander comment se passe leur mission, dans quelles conditions ils travaillent. Il y a dans la police une grande souffrance, des burn-out, des suicides, des dépressions. Donc il y a une panel de réponses. Il y a évidemment des rémunérations qui doivent suivre. Il y a évidemment une formation, un accompagnement, une prévention des risques psychosociaux qui doit être renforcée, qui n'est pas assez forte aujourd'hui. Il y a là aussi besoin de changer les consignes, parce qu'il y a des policiers qui sont entre guillemets entre le marteau et l'enclume, confrontés à une politique du chiffre, confrontés à une pression sécuritaire et autoritaire qui les met en tension. Donc ça, je crois qu'il faut quand des gens auront confiance dans la police, les policiers se sentiront aussi plus à l'aise pour aller voir les gens, se sentiront plus à l'aise pour mener leur mission à bien, évidemment. Et puis je prends un exemple qui est très concret, mais dans les mauvaises lois qui ont été faites. Par exemple, on autorise les policiers dans le civil à garder leur arme de service. On sait que ça a un impact sur les suicides, parce que vous emportez votre arme chez vous, voilà. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut prendre. Moi, je pense qu'elles vont ensemble, encore une fois, avec ces trois volets. Le volet d'accompagnement face aux risques psychosociaux, le volet de la gratification du métier de policier, comme pour tous les services publics. D'ailleurs, les fonctionnaires sont maltraités dans notre pays. Ceux qui défendent l'intérêt général et le service public sont maltraités par un président qui préfère les milliardaires et McKinsey que les enseignants, les infirmières, les policiers et les policières, bref. Et puis, il y a évidemment toute une politique globale pour remettre de l'apaisement et de la confiance. Je te remercie, Benjamin, pour ce podcast. Pour nous, il est important à gauche de parler de la question de la sécurité. On est souvent vu comme un courant qui sommes, par exemple, mal à l'aise avec ça, alors que pas du tout. La preuve en est, t'en as parlé avec une aisance. Merci. Et pour nous, c'était important. Est-ce que tu as un dernier mot à dire peut-être à ceux qui écouteront ? Merci, continuez à travailler. Merci, Benjamin.